Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un mot qu'on entend souvent, mais qu'on a parfois du mal à vraiment cerner. La France-Afrique. Et attention, ce n'est pas juste une vieille histoire sortie des livres. Non, non. C'est un système d'influence super complexe qui a, pendant des décennies, littéralement dessiné le destin de nombreuses nations. Et pour vraiment piger les rouages de ce système, on va suivre un fil rouge, le parcours d'un homme, Laurent Gbagbo, l'ancien président de la Côte d'Ivoire. C'est son histoire et surtout son ambition de donner un vrai sens, un sens concret, au mot indépendance pour son pays, qui va nous servir de clé de lecture pour démonter toute cette mécanique. La question est donc là, au centre de tout. Comment un leader, arrivé au pouvoir par les urnes, a-t-il pu chuter de manière aussi spectaculaire ? Eh bien la réponse, d'après les analyses qu'on a étudiées, ne se trouve pas vraiment du côté de l'homme lui-même. Elle est plutôt dans la nature du système, ce puissant système postcolonial qu'il a eu l'audace de défier. Allez, c'est parti. Voilà le plan pour y voir plus clair. On va commencer par le défi que Gbagbo a posé au système. Ensuite, on définira ensemble ce qu'est la France-Afrique avec ses piliers fondamentaux. Et enfin, on regardera comment tout ça évolue aujourd'hui. Bon, entrons dans le vif du sujet. La France-Afrique, c'est quoi au juste ? En fait, ce n'est pas une idéologie avec de grands principes. C'est une construction très pragmatique. Elle a été pensée et mise en place par le général de Gaulle, avec un objectif simple, préserver le rang de la France comme grande puissance. Et pour ça, il fallait s'assurer un accès, disons, privilégié aux ressources stratégiques du continent africain. Et c'est là que ça devient fascinant. On parle d'une façade d'indépendance. C'est-à-dire que sur le papier, officiellement, ces pays sont souverains. Mais dans les faits, des accords de coopération signés dès 1961 ont agi comme une sorte de camisole de force, maintenant ces nations dans une dépendance totale vis-à-vis de Paris pour leurs fonctions les plus essentielles. Pour qu'un tel système tienne la route, il repose sur ce qu'on pourrait appeler un triple cadenas. On va commencer par décortiquer les deux premiers verrous qui assurent cette influence française, le pilier politique et le pilier militaire. Le pilier politique, c'est assez simple à comprendre. L'idée, c'est de s'assurer que les dirigeants en place soient compatibles. Des leaders choisis, ou du moins acceptés par la France. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, on a le dirigeant jugé idéal, comme Félix Houphouët-Boigny, qui avait même été ministre en France. Et de l'autre, un profil menaçant, Laurent Gbagbo. Un opposant historique qui sort complètement du moule et qui réclame une souveraineté pleine et entière. Forcément, ça coince. Passons au deuxième cadenas, le militaire. Il est souvent décrit comme un marché de dupes. Pourquoi ? Parce qu'officiellement, ces accords de défense sont censés protéger les partenaires africains. Mais dans la réalité, ils ont surtout servi à maintenir des bases militaires françaises sur place et, via des clauses secrètes, à sécuriser l'accès aux matières premières. L'exemple le plus frappant, c'est le refus de la France d'aider Gbagbo face à la rébellion de 2002. On comprend tout de suite mieux pourquoi il voulait mettre un terme à ces accords. On arrive maintenant au troisième cadenas, le pilier financier. C'est souvent vu comme le nec plus ultra du système, la clé de voûte. C'est une sorte de filet invisible qui soutient tout l'édifice. On parle bien sûr du franc CFA. Le franc CFA, il suffit de regarder son nom d'origine, en 1945, franc des colonies françaises d'Afrique. Tout est dit, non ? Aujourd'hui encore, ce système monétaire prive 14 pays de leur souveraineté la plus fondamentale, le contrôle de leur propre monnaie. Les billets sont imprimés en France et la politique monétaire est largement dictée par Paris. Et alors, le cœur du mécanisme, il est là. Le système exige que les pays membres déposent la moitié, 50%, de leurs réserves de devises étrangères sur un compte spécial, un compte d'opération, qui est géré par le Trésor français à Paris. 50%. Ça peut sembler abstrait, mais concrètement, ça représente quoi ? On estime ces fonds à environ 17 milliards d'euros. C'est de l'argent qui, au lieu de financer le développement sur place, est placé à Paris et profite au Trésor français. C'est un levier de contrôle économique et politique absolument énorme. Et là, on revient à Laurent Gbagbo et on comprend pourquoi son projet était une véritable bombe pour le système. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays comme les autres dans la zone, c'est le poids lourd. Elle pèse à elle seule 40% de toute l'économie de la région UEMOA. Si la Côte d'Ivoire claque la porte et sort du franc CFA, comme il en avait l'intention, c'est tout l'édifice financier qui risque de s'effondrer. Mais attention, ce système, conçu dans les années 60, est-il toujours le même dans le monde multipolaire d'aujourd'hui ? La réponse est non. Il évolue, il se transforme, et certains observateurs parlent maintenant d'une nouvelle forme qu'ils appellent l'Atlantique Afrique. Le paysage a en effet complètement changé. On est passé de la France-Afrique classique des années 60 à un jeu beaucoup plus ouvert. Dans les années 90 et 2000, de nouveaux concurrents sont arrivés, comme la Chine, et ont bousculé les choses. Aujourd'hui, on assiste à l'émergence d'un partenariat d'un nouveau genre, notamment avec les États-Unis. Alors cette Atlantique Afrique, qu'est-ce que c'est ? L'idée, c'est que la France n'a plus vraiment les moyens d'agir seule. Une petite phrase résume bien cette nouvelle dynamique. Et les Américains font la cuisine et les Français la vaisselle.
La France jouerait désormais un rôle de poisson pilote, en quelque sorte, pour les intérêts occidentaux au sens large, avec une influence américaine de plus en plus marquée. Alors, pour conclure cette analyse, revenons à notre point de départ. Quel a été le véritable crime de Laurent Gbagbo si on suit la logique des arguments présentés? Eh bien, le point crucial, il est là. L'argument central, c'est que la chute de Gbagbo n'a rien d'un hasard. Elle serait la conséquence directe de sa volonté de faire sauter un par un les cadenas de la France-Afrique. Sortir du franc CFA, c'était s'attaquer au cadenas financier. Mettre fin aux accords de défense, c'était s'attaquer au cadenas militaire. En fait, il visait le cœur du système. Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Alors que ce système continue de se transformer, qu'on l'appelle France-Afrique, Atlantique-Afrique ou autre chose, qu'est-ce que ça signifie pour l'indépendance réelle des nations africaines? La question de la souveraineté, posée par Gbagbo il y a plus de 10 ans, reste plus que jamais d'actualité.